Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder la septième séance des représentations du monde qui est consacrée à la mathématisation de la nature. Dans le précédent cycle de vidéos, je vous ai expliqué avec un certain nombre de détails la façon dont la cosmologie antique avait cédé le pas et laissé place à une nouvelle description du monde. C'était l'héliocentrisme copernicien ou galiléen. Bon. Je vous avais annoncé que les choses qui arrivent en astrologie ont forcément une conséquence sur la conception du mouvement et donc sur la physique en général. Et ainsi, la mathématisation de la nature est la conséquence logique, en fait, ou l'aboutissement logique de la révolution copernicienne. Ces deux choses sont intimement liées. Ce qui se passe dans la physique terrestre est forcément lié, enfin, la description de la nature terrestre est forcément liée à l'inscription dans un cadre cosmologique plus vaste. Voilà. Alors, pour commencer, j'ai placé en exergue du cours une célèbre citation de Galilée que l'on trouve dans Il Saggiatore. Et Il Saggiatore, ça veut dire l'essayeur. C'est un texte que Galilée a publié en 1623. L'essayeur, en fait, c'est l'expérimentateur. Et cette citation très célèbre dit la chose suivante: le livre de la nature est écrit en langage mathématique. Donc c'est une façon de dire que si l'on veut comprendre la nature, il faut savoir manier le langage mathématique. Et autrement dit, les mathématiques sont un code qui nous permet de comprendre le fonctionnement de la nature. Hein, les mathématiques constituent un langage, le langage même que parle la nature et au moyen duquel on peut la comprendre. Hein. Alors, pour poser le problème, je me contenterai de vous rappeler ce que j'avais dit dans les précédentes vidéos, à savoir que la bipartition du cosmos antique signifie que la physique terrestre ne peut pas être exacte, ne peut pas être mathématique, ne peut pas être entièrement rationnelle. C'est-à-dire que alors, la bipartition du cosmos antique, souvenez-vous, c'est le fait que le monde n'obéit pas au même fonctionnement lorsqu'on considère en fait ce qui se passe sur Terre et lorsqu'on considère ce qui se passe dans les astres. Hein. C'est-à-dire que les astres, que ce soit les étoiles fixes ou les étoiles promenantes, c'est-à-dire les planètes, hein, les astres obéissent à une course toujours régulière, qui peut être plus ou moins simple, plus ou moins complexe. Hein. On a vu course des planètes était beaucoup plus complexe à décrire dans le géocentrisme antique que la course des étoiles fixes. Hein. Mais dans les deux cas, il s'agit tout de même de mouvements qui se reproduisent à l'identique éternellement. Hein. Enfin, aussi loin que les hommes ont pu le constater, ont pu l'observer. Bon, il y a donc là un mouvement que l'on peut prévoir, un mouvement qui est régulier, que l'on peut décrire mathématiquement, qui obéit, voilà, à une rationalité mathématique, qui est, pour les Grecs, une source d'émerveillement, une source, perpétuelle de fascination. Alors que pour, ce qui se passe sur terre, eh bien, la n'est jamais au rendez-vous. On ne voit jamais les événements se reproduire à l'identique, on ne voit jamais la même stratégie fonctionner de la même manière, on ne voit jamais deux personnes identiques, les mouvements ne sont jamais absolument les mêmes, on ne peut pas tirer deux flèches exactement au même endroit ou à la même distance, etc., etc. Bref, vous voyez, les événements qui se passent sur Terre sont toujours aléatoires et approximatifs, c'est la physique terrestre hein, qui enfin, pardon, ce n'est pas que la physique terrestre manque de précision, c'est pas que la description humaine que l'on fait des phénomènes soit imprécise, c'est que les phénomènes sont en eux-mêmes imprécis. Hein. Les phénomènes sont flous en eux-mêmes, c'est pas la mise au point de l'appareil photo qui est défectueuse, c'est le phénomène en lui-même qui est flou. Voilà. Alors,
Dans ces conditions, la physique et les mathématiques sont forcément 2 disciplines qui n'ont rien à voir entre elles, hein, et qui sont complètement étanches l'une à l'autre. C'est, en substance ce que dit, Aristote, au sujet de la physique, hein. La physique et les mathématiques sont 2 domaines qui sont complètement, étrangers l'un à l'autre, hein. Alors pour nous, c'est extraordinaire d'entendre ça puisqu'on a l'impression que, voilà, la physique est nécessairement une description mathématique du monde. Enfin, c'est ce qu'on nous apprend, voilà, quand on est au collège. Eh bien, sachez qu'en fait, c'est là une conception finalement très récente, hein, et que pendant très longtemps, on a considéré que les mathématiques parlaient simplement du possible, enfin parlaient voilà, de grandeurs imaginaires ou de grandeurs idéales, mais certainement pas de choses réelles, hein. Voilà, alors il y a une première chose, un premier élément qui n'est pas lié à l'histoire des sciences directement, mais qui va au fond complètement anticiper et annoncer en fait la révolution scientifique et la mathématisation de la nature, c'est l'invention de la perspective au XVe siècle. Alors, l'invention de la perspective ne peut pas être attribuée à un peintre en particulier, mais il y a un théoricien qui voilà, synthétise les principes et les règles de la technique perspective, c'est Léon Battista Alberti. Les premiers peintres à utiliser sont par exemple des peintres comme Andrea Mantegna, entre autres, et qui utilisent donc des règles mathématiques en fait pour décrire l'apparence visible et pour rendre le sentiment de la profondeur, pour créer une illusion de profondeur. Bon. C'est déjà une façon de dire le réel et le réel, y compris dans son apparence, peut obéir à une architecture mathématique, hein. Il y a là quelque chose qui déjà en soi constitue un bouleversement par rapport à la philosophie classique des Grecs, hein. C'est-à-dire que les mathématiques pourraient être en rapport étroit avec la description de la réalité, y compris avec la description des illusions perceptives. Alors, je vous disais, cela est déjà en fait une anticipation peut-être inconsciente, bien sûr, de la mathématisation de la nature qu'effectuera Galilée, et puis ensuite Descartes, et puis finalement Newton, hein, c'est-à-dire cette ambition de décrire la nature à travers des outils mathématiques. Bon. Alors, le cas le plus emblématique qu'il faut connaître, c'est le cas de la chute des corps, parce que c'est la première loi physique intégralement par quelqu'un que vous connaissez bien maintenant, je veux dire par Galilée, hein. Et comme j'y insistais déjà en préambule, hein, il y a évidemment un rapport étroit entre la révolution astronomique et la mathématisation de la physique terrestre, hein. Ce qui se passe là-haut et ce qui se passe ici sur Terre, c'est intimement lié. Et justement, c'est un peu ça le concept d'univers, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait un seul régime de règles et de lois qui régirait l'ensemble du réel, hein, et non pas un cosmos qui serait donc scindé ou qui serait, disons, distribué selon des régions différentes, le centre ayant ses propres lois, la périphérie ayant d'autres lois, hein. L'acquis de la science moderne, ce sera de pouvoir considérer en fait l'univers comme un tout, hein, c'est-à-dire défini par des principes universels qui marchent partout, hein, qui fonctionnent partout. Et cela, ce sera l'œuvre, alors non pas de Galilée ni de Descartes, mais l'œuvre de Newton, qui va réunir les lois mathématiques fondées d'un côté par Galilée et de l'autre côté par Descartes. Bon, alors, pour l'instant, il faut bien ici faire un petit retour en arrière sur la dynamique des anciens, c'est-à-dire la science du mouvement, hein, telle qu'elle avait été, par exemple, théorisée par Aristote. Alors, l'intuition fondamentale de la dynamique aristotélicienne, c'est la différence entre le mouvement violent et le mouvement naturel. C'est-à-dire que le mouvement naturel, c'est le mouvement qui se produit lorsqu'on laisse un corps aller à sa propre pente, aller à sa propre nature, lorsqu'on ne le retient pas, lorsqu'on ne le contraint pas, et lorsqu'on voit finalement la nature parler en lui. Donc voilà, je prends un objet lourd et je le lâche, et en fait, voilà, sa pente naturelle, ce sera de tomber vers le centre de la Terre. C'est ça un mouvement naturel. Après, je peux essayer de contrarier ce mouvement violent. Donc par exemple, je peux prendre mon objet et puis lui envoyer une pichenette comme ça, et contrarier en fait son élan naturel vers le centre de la Terre. Mais
Vous voyez bien que ce mouvement artificiel, alors c'est cela qu'on appelle le mouvement violent, même si en fait ça n'a pas, cette petite chose n'a pas l'air violente, mais en fait si je contrarie sa pente naturelle, on appellera ça un mouvement violent, un mouvement artificiel si vous préférez. Vous voyez bien que ce mouvement violent ou artificiel ne pourra jamais avoir raison du mouvement naturel. C'est-à-dire que en fait, même si je lance mon bout de plastique là très très loin, très très fort, même si vraiment je suis très très fort en lancer de clé USB, en fait, le mouvement naturel finira toujours par reprendre le dessus et au bout du compte, mon petit capuchon finira par rejoindre le sol, hein. Aussi fort que je le lance, c'est-à-dire que même si je m'entraîne à contrarier la nature, je ne pourrai jamais surmonter la nature. Autrement dit, l'intuition fondamentale de la physique antique, la physique grecque, c'est que les corps ont une tendance naturelle à rejoindre le lieu qui leur est le plus propre, le lieu qui leur est le plus naturel. C'est pour cela, je vous avais dit que le monde est pour les Grecs d'abord et avant tout un cosmos, c'est-à-dire un endroit rangé, un endroit où les choses sont à leur place à peu près, hein, à peu près, parce que à peu près, l'espace de à peu près, c'est la Terre, hein, dans lesquelles les choses ne sont pas exactement à leur place, mais tendent à rejoindre leur place. Bon. Il y a donc un mouvement naturel, un mouvement violent, et donc il y a un lieu naturel pour chaque chose. Hein, chaque chose a son lieu, chaque lieu a sa chose. Je crois que c'était en substance ce que j'avais dit dans la précédente vidéo. Bon, alors, il y a donc dans le monde tel que les Grecs le décrivent, des lieux qui sont spécifiquement différents, c'est-à-dire que l'espace réel n'est pas l'espace mathématique. L'espace de l'expérience, l'espace du monde, est un espace qui est centré, qui est différencié, c'est-à-dire qu'il y a une différence fondamentale entre le haut et le bas, hein, entre le centre et la périphérie, qui ont des propriétés fondamentalement différentes, hein. Alors, en termes savants, on dit que l'espace de la physique grecque est un espace hétérogène ou encore anisotopique. Alors, en fait, voilà, c'est un mot savant. Isotopie, ça veut dire que tous les lieux sont identiques. Donc, anisotopique, c'est un espace où tous les lieux ne sont pas identiques. L'espace mathématique, c'est un espace qui est isotopique. C'est-à-dire que si vous faites un problème de mathématiques, vous construisez une figure mathématique en tournant par exemple votre triangle rectangle vers la droite ou bien vers la gauche, il aura les mêmes propriétés. Ou bien vous lui mettez la tête en l'air ou la tête en bas, il aura exactement les mêmes propriétés. Vous pouvez retourner votre schéma dans tous les sens, ça ne change strictement rien. Du point de vue mathématique, ces deux objets, les mains, sont identiques. C'est-à-dire que le fait que l'une ait le pouce tourné à gauche et l'autre le pouce tourné à droite, oui, votre image est inversée par rapport à moi. Ça ne change rien aux propriétés mathématiques de ces deux objets, hein. Autrement dit, du point de vue des mathématiques, l'espace est isotopique, tous les lieux sont substituables, échangeables, identiques, hein, mais du point de vue de la physique réelle, du point de vue de la réalité, par contre, l'espace n'est pas isotopique, hein. L'espace est hétérogène, hein, il y a de la gauche et de la droite, il y a du haut et du bas, tout cela c'est fondamentalement différent. Donc les mathématiques sont une abstraction de la réalité, ou du moins quelque chose qui en diffère fondamentalement, hein. Alors, la deuxième remarque que je ferai, c'est que les corps dans cette conception seront en fait donc naturellement attirés vers le bas quand ils sont lourds, ou naturellement attirés vers le haut quand ils sont légers. Donc, il y a des corps lourds, des corps graves, on appelle ça aussi, et des corps légers. Alors les corps légers, par exemple, c'est la flamme. La flamme, vous pouvez toujours souffler dessus pour contrarier la tendance naturelle de la flamme, hein. La tendance naturelle de la flamme est de monter vers le haut. Si vous soufflez dessus, vous pourrez certes contraindre la flamme à dévier vers le bas, mais en fait, il y a un moment où vous n'aurez plus de souffle et où la flamme finira par remonter, hein. Vous ne pouvez pas, en fait, durablement contrarier le mouvement naturel de la flamme vers le bas, hein. Euh, il y a là quelque chose qu'on pourrait peut-être taxer de naïveté, mais euh, si pour nous, il est évident qu'un objet lourd, un objet extrêmement pesant, peut échapper à l'attraction terrestre,
Pour les Grecs, c'était pas du tout évident, et à vrai dire, on en a été capable d'en donner un exemple concret que dans les années 1950, lorsque les Russes ont réussi à faire échapper un objet à attraction terrestre en envoyant le premier Spoutnik dans l'espace. Bon, mais vous voyez que c'est quand même quelque chose qui a demandé un certain nombre de siècles avant d'être réalisé. René Descartes, avait pour sa part compris que ce principe de la physique grecque était faux, et il avait proposé la chose suivante. Il avait proposé de tirer un boulet de canon depuis un mortier, un obus de mortier, euh, dirigé à la verticale. Et Descartes prétendait qu'en mettant une charge suffisamment forte, on pourrait tirer un boulet de façon tellement puissante qu'il échappe à l'attraction de la Terre. En soi, c'était absolument révolutionnaire et le test a été fait. Il était à la cour de Suède à l'époque, c'était à la fin de sa vie. Sa vie n'a pas fini ainsi, mais pas loin quand même. Et le boulet, les courtisans de la reine Catherine de Suède ne le croyaient pas, évidemment, et tout le monde se moquait de ce Français arrogant, etc. Et donc, voilà, il a décidé de faire l'expérience. Bon, le boulet est retombé à terre, évidemment. Mais il n'empêche qu'il avait raison. Il avait compris en fait que le point fondamental de la dynamique aristotélicienne était faux, était complètement erroné, hein, et que en fait, avec suffisamment de puissance, voilà, un objet lourd pourrait cesser d'être attiré vers le centre de la Terre. Bon. Alors, pour l'instant, laissons Descartes de côté. Euh, Juste, la conséquence de tous les principes que j'ai énoncés, c'est que, enfin la conséquence est double, c'est que le mouvement aux yeux d'Aristote est une propriété du corps, et deuxièmement, conséquence de la première d'ailleurs, la vitesse de chute d'un corps sera proportionnelle à sa masse, ce qui est complètement conforme à l'expérience, c'est-à-dire que si vous je sais pas moi, si vous laissez tomber une plume et un boulet de canon de votre fenêtre, bon, il y a des chances que le boulet de canon arrive largement avant la plume. Si vous faites tomber une bille de plomb et une bille de liège de votre fenêtre, eh bien la bille de plomb arrivera avant la bille de liège. C'est-à-dire que c'est là quelque chose qui est purement conforme à l'expérience de tous les jours. Bon. Néanmoins, c'est parfaitement faux. Et justement, Galilée va comprendre que la différence entre la chute de la bille de plomb et la chute de la bille de liège n'est pas liée à leur différence de masse, ou plus précisément que leur vitesse de chute n'est pas déterminée par leur masse. Mais cela va demander en fait un effort prodigieux, et Galilée est vraiment là pour le coup le premier humain à avoir compris cela, hein. C'est-à-dire, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, c'est rare de tomber dans l'histoire de la pensée sur des idées qui soient entièrement nouvelles, mais alors là c'est vraiment une idée qui est entièrement nouvelle, hein. Je veux dire, voilà, il suffit de faire, mais toutes les expériences de la vie quotidienne semblent nous prouver que plus un objet est lourd, plus il tombe vite, hein. Bon, en réalité, c'est faux. C'est faux, mais l'expérience ne le montre jamais. Et on peut jamais, au contraire, si vous allez au ski, voilà, bon, les Grecs n'allaient pas souvent au ski, mais si vous allez au ski et que vous faites une descente avec, vous organisez une course entre deux de vos amis qui sont l'un très très fluet, complètement malingre et rachitique, et l'autre au contraire qui est une armoire qui pèse deux fois le poids du premier, il est évident que si les deux vont tout droit, tout chousse, ce sera évidemment le plus lourd des deux qui arrivera en premier. Donc évidemment, l'expérience semble tous les jours confirmer ce principe aristotélicien, donc est totalement empirique, beaucoup trop empirique même, hein. Et on va voir qu'il est entièrement faux, d'ailleurs. Mais l'expérience semble vraiment le confirmer en permanence. Bon, alors, à la lumière de tout cela, on conclura que selon cette description de la nature, il n'y a pas de loi de la nature, puisque le mouvement est propre à chaque corps a sa façon de tomber, donc on ne peut pas proposer un principe universel qui régirait le mouvement de tous les corps, hein, puisqu'au contraire, chacun n'obéit qu'à lui-même. Ce qui fait que on ne peut pas imaginer qu'il y ait un principe, le concept de loi, non seulement on suppose qu'il est universel, donc ça peut marcher, parce que le mouvement n'est pas un phénomène universel, selon les Grecs, il se déroule toujours de façon différente sur la nature des corps, mais en plus, les lois de la nature sont quelque chose
totalement superflu, totalement inutile dans la description exacte de la nature, puisque les corps en fait ne font qu'obéir, à suivre leur propre pente. C'est ça la nature justement, c'est le fait de ne pas être contraint par des lois. Hein. Donc la notion de loi de la nature, c'est une contradiction dans les termes pour un grec. Hein. Voilà. Bon, alors, simplement, comme on l'a vu, le cadre cosmologique de cette physique éclate complètement avec Galilée, hein, avec Copernic d'abord, puis avec Galilée, et donc cette physique va devenir entièrement caduque, et on va comprendre que la nature n'est pas une bonne mère qui fait agir ses sujets harmonieusement. Hein. Il y a un poète Heinrich Heine, qui a au XIXe siècle, un poète romantique qui a trouver une formule qui décrit admirablement cela, le grand pan est mort. Le grand pan est mort, c'est-à-dire la description si charmante de la nature que donnaient les Grecs s'effondre complètement et si touchante, hein, qui sera rayée complètement de la carte des pensées humaines avec la mathématisation de la nature. Voilà. Alors c'est ce qu'on va voir dans la vidéo suivante.